Ils sont là depuis la nuit des temps. Ils sont utilisés depuis des milliers d'années dans de multiples traditions. Création naturelle aux 1000 couleurs et aux multiples facettes, nous allons en savoir plus sur les secrets des minéraux. Plongeons dans l'univers de ces joyeux joyaux dans cette série de podcasts La magie des pierres et des cristaux. Découvrons comment ils peuvent influencer nos énergies, notre équilibre émotionnel. Voyons comment quelques expériences et analyses pourraient expliquer leurs actions, leur pouvoir sur le vivant. Faisons un point aussi sur les rituels avec les pierres. Pour ce faire, nous accueillons 3 auteurs qui pratiquent la lithothérapie depuis bon nombre d'années. Aurélia Mariani, formatrice en lithothérapie et autrice du dictionnaire de lithothérapie holistique. Johan Chevillard, lithothérapeute et auteur du livre « S'ouvrir à l'énergie des pierres ». Nous terminerons cette fabuleuse série d'interviews avec Jean Didier, médium de renommée, qui nous parlera des rituels autour de son ouvrage « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux ». C'est Thierry Penin pour vous accompagner tout au long de ce programme Inexploré Digital, préparé avec le rédacteur en chef Sébastien Lilly, qui vous donne d'ailleurs rendez-vous sur le site et l'appli Inexploré pour naviguer avec nous du visible à l'invisible, de la science à la spiritualité, grâce à des témoignages inspirants, des interviews passionnantes et des articles qui stimulent la conscience. Inexploré, c'est une grande odyssée humaine à la croisée des mondes. Coach et formatrice dans le domaine des thérapies complémentaires, énergétiques, feng shui et bien sûr lithothérapie, Aurélia Mariani est thérapeute depuis plus de 20 ans. Elle accompagne les individus dans leur quête d'un mieux-être physique, mental et spirituel et forme de nouveaux praticiens en lithothérapie holistique et énergétique. Autrice de ce fabuleux dictionnaire de lithothérapie holistique de 700 pages aux éditions Améthyste qu'elle a eu la gentillesse de nous envoyer, vous retrouverez à l'intérieur 200 fiches détaillées sur les cristaux et 600 conseils thérapeutiques. Nous allons voir avec elle comment utiliser les pierres, comment elles agissent sur nous et comment choisir ces outils physiques et vibratoires et bien d'autres sujets encore que nous allons aborder avec vous, Aurélia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être venue de... Oula, vous avez pris le train ce matin très tôt ? Oui, venue d'Annecy, oui. Oh là là, quelle belle région, la Savoie. Alors, merci de nous avoir envoyé ce mastodonte qui pèse son poids, comme certains gros minéraux, le dictionnaire de lithothérapie holistique qui est... je pense, un ouvrage que tous les lithothérapeutes devraient avoir à la maison. Ça vous a pris combien de temps de faire cet ouvrage de 700 pages ? Alors, ça a été 4 années d'écriture et puis 20 ans d'expérience dans l'accompagnement et puis au niveau des pierres également. Alors, pourquoi justement ces pierres peuvent être qualifiées de magiques parfois ? Alors, je dirais pas à mon sens que les pierres sont magiques, je dirais qu'elles vont avoir des actions, des propriétés en fonction de certains critères spécifiques, comme par exemple la couleur, la composition chimique, le système cristallin, la façon dont elles se sont formées également, leur forme, leur taille, et tous ces critères-là vont venir en accord avec le système énergétique d'une personne, créer des vibrations, des harmoniques qui vont permettre d'aller rééquilibrer les systèmes énergétiques. Donc, à mon sens, ça n'a rien de magique. C'est plus un domaine de connaissances et des connaissances qu'on va avoir sur les pierres en elles-mêmes et sur le système énergétique de la personne avec laquelle on va travailler. Alors justement, vous travaillez, vous, avec des gens qui viennent vous voir pour les accompagner avec, bien sûr, les minéraux et les cristaux. Comment vous utilisez ces pierres dans votre pratique, en sachant que vous dites bien qu'il y a toujours besoin de l'intervention de l'énergéticien, que les pierres ne travaillent pas seules, finalement ? Oui, tout à fait. Alors, la première chose, bien, quand j'accueille mon client, c'est de savoir la raison pour laquelle il vient. Et puis ensuite, je vais regarder l'état de son système énergétique. Donc, on va aller regarder au niveau de l'aura, des chakras, des méridiens, également de la kundalini, du hara aussi, de voir un petit peu tout ce système énergétique, dans quel état il est. Et puis, quand je vais rencontrer un blocage, par rapport à ce blocage, je vais regarder quelle serait la pierre la plus adaptée pour pouvoir travailler sur ce blocage
blocage et ensuite je vais regarder, une fois que j'ai posé la pierre, est-ce qu'il va y avoir besoin d'un soutien énergétique, c'est-à-dire de faire une action supplémentaire pour aider la pierre dans son travail, parce que parfois la pierre va simplement être là pour être un révélateur de ce blocage. Elle va permettre de faire remonter une énergie, mais elle n'est pas forcément en capacité de la traiter en toute autonomie. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il peut y avoir des personnes qui vont choisir des pierres dans un magasin et puis ils prennent une pierre dans la main et ils se sentent pas très bien quand ils ont la pierre. Donc, peut y avoir deux solutions. Soit la pierre a déjà une charge polluée ou polluante et du coup, la personne réagit. Soit la pierre fait réagir le système énergétique de la personne par rapport à un blocage et il y a cette sensation de malaise ou de mal-être qui se présente à ce moment-là. D'accord, donc des fois on dit c'est la pierre qui nous choisit, ou comme les pendules, et nous on s'auto-choisit. Hein. Est-ce que finalement, parfois, on devrait aller vers des pierres justement qu'on sent pas trop? Eh ben justement, ça peut avoir un certain intérêt. Maintenant, attention, parce que effectivement, c'est pas forcément parce qu'on aime une pierre qu'elle est adaptée pour travailler sur nous à titre thérapeutique. Maintenant, pour pouvoir travailler avec une pierre à titre thérapeutique, c'est est-ce qu'on en a les capacités? C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais auparavant, s'il y a une pierre qui fait remonter une charge, mais que la pierre n'est pas capable de la traiter, et que vous, en portant cette pierre, vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir gérer cette charge, bien là, ça peut apporter des complications qui sont plutôt désagréables. Et dans ce cas-là, ne pas hésiter à aller contacter un énergéticien ou un lithothérapeute qui saura vous aider à vous rééquilibrer à ce moment-là. D'ailleurs, vous dites que la lithothérapie est une ultra spécialisation. Oui, tout à fait, exactement. Pour pouvoir pratiquer correctement la lithothérapie, c'est important d'avoir la connaissance du fonctionnement des chakras, de l'aura, des méridiens, de comprendre que voilà, on ne va pas aller forcer des énergies à passer, que si un chakra est suractif ou sous-actif, eh bien, c'est qu'il y a une bonne raison. Très souvent, quand il y a une suractivité dans un système énergétique, c'est que d'un autre côté, il y a un manque d'énergie et ça vient pallier ce manque d'énergie. Donc, moi, je ne vais pas aller raisonner en termes de chakras suractifs ou sous-actifs, je vais aller raisonner en termes de blocage. C'est-à-dire où se trouvent les blocages dans le système énergétique et qu'est-ce qui est requis pour pouvoir les traiter correctement, quelle pierre, et est-ce qu'il y a des actions supplémentaires à faire. Est-ce qu'on peut être attiré par une pierre parce qu'on a des carences, par exemple, dans notre physiologie, et que une pierre en question peut avoir... Alors, il ne faut pas manger les pierres, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. On évite. Hein. Mais est-ce qu'on peut être attiré par un minéral parce qu'il a en lui quelque chose qui nous manque en nous, en termes de carence? Alors, en termes, vous voulez dire au niveau des oligo-éléments, ouais, par exemple, de la formule chimique ou ouais. Alors, à mon sens, pas forcément, ou alors il faudrait vraiment qu'on soit ultra connecté à nos corps. Et aujourd'hui, je connais peu de personnes qui ont cette chance d'être vraiment connectées à leur corps et à leur ressenti. Et du coup, si vous voulez, on va pouvoir aller vers une pierre plus parce qu'on va être attiré par la couleur. Et la couleur de cette pierre au niveau visuel va avoir un effet en fait sur notre psychisme, sur notre état d'être. Et à partir de ce moment-là, là où les énergies circulent bien, eh bien la pierre va nous attirer. Et là où l'énergie circule moins bien, on va avoir tendance à ne pas avoir envie d'aller vers cette pierre-là justement. Est-ce que c'est vrai, par exemple, parce qu'on voit de tout sur les réseaux, je suppose que c'est plus compliqué que... Allez, j'ai besoin de m'ancrer, alors je prends une pierre rouge. Vous parliez de couleur. Oui. Alors, il n'y a pas que la couleur qui va être un critère d'action, hein, de toute façon, pour le minéral. La couleur va avoir effectivement un impact, mais il y aura également le système cristallin. Et dès l'instant qu'on va parler soit d'ancrage, soit de connexion, soit de rayonnement, eh bien, on va partir vers des systèmes cristallins spécifiques. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment par Regina Martino. Qu'on salue. Oui, tout à fait. On salue aussi la force de son travail et de toutes les recherches qu'elle a pu faire parce que c'est une grande aide pour la lithothérapie aujourd'hui. Et en fait, effectivement, quand on cherche une pierre d'ancrage, on va aller vers un système cristallin cubique.
Donc, on va aller par exemple vers de la spinelle, alors rouge ou noir bien évidemment, parce que là du coup, on a deux critères qui favorisent l'ancrage, la couleur et le système cristallin. Et on peut aussi aller par exemple vers le cuivre, et ça explique pourquoi beaucoup d'anciens magnétiseurs ont des bracelets de cuivre. Ah oui, on en voit encore sur les salons bio, zen, On en etc. voit aussi encore beaucoup. Et les gourdes là en cuivre aussi pour mettre l'eau, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait, parce que le cuivre, c'est une très bonne prise de terre, parce que son système cristallin, c'est cubique. Donc, ça ramène les énergies vers le bas, vers le sol. Alors, vous parlez de système cristallin, mais on peut parler aussi de la taille, de la chimie, de la pierre. Vous en avez parlé. Est-ce que la grosseur compte pour vous? Est-ce que c'est la taille qui compte? Alors, effectivement, en fonction de ce qu'on veut faire, du travail qu'on veut faire, on va utiliser des minéraux plus ou moins gros. Maintenant, il y a aussi ce que la nature nous propose et ce qui existe. Il y a des minéraux qui ne font que quelques centimètres et qui ne feront jamais 5, 10, 15, 20 centimètres. Ou alors, ce sont des pièces qu'on va trouver dans des musées. Donc, il y a des choses qui sont fournies par la nature et il y en a d'autres qui n'existent pas dans certaines dimensions. La taille va dépendre de l'action que vous allez vouloir avoir. Si vous voulez travailler sur une personne, un minéral, on va dire, de 2-3 centimètres peut être largement suffisant parce que en réalité, ce qui va compter, c'est de poser la pierre au bon endroit avec la bonne intention. Maintenant, si vous voulez travailler sur un lieu, là, on va partir sur des pierres de quelques kilos. Et donc, du coup, là, on va pas du tout travailler de la même façon. Donc, en fonction de l'action qu'on va vouloir avoir avec sa pierre, effectivement, ça aura pas la même taille. Et on retrouve des applications, alors avec des minéraux qui sont moins spécifiques que ce qu'on a en lithothérapie, mais on retrouve des applications de l'usage des pierres pour les lieux, notamment dans tout ce qui est alignement, comme à Carnac, ou dans tous les usages de géobiologie. Bon, là, c'est un petit peu moins mon domaine, puisque moi, je suis vraiment beaucoup plus axée lithothérapie. Et là, on retrouve des personnes qui ont eu des connaissances, qui ont créé des alignements, et pour être allé sur les lieux, avoir testé, c'est assez impressionnant les ressentis qu'on peut avoir, les choses qui peuvent se passer sur le plan énergétique, vibratoire, sur le plan de la médiumnité également. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment passionnant de voir que il y a quelques milliers d'années, il y avait la possibilité de mettre en place des choses comme ça, dont on a potentiellement plus ou moins perdu les savoirs aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que vous avez ressenti, par exemple, vous, à Carnac? Alors, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu y aller au moment de la pleine lune en Capricorne et c'est mon signe astrologique. Donc, du coup, c'était assez formidable déjà, cette synchronicité-là. Et quand j'y suis allée 2 jours et j'y suis allée 2 nuits. Et j'ai ressenti vraiment une profonde paix intérieure. Il y a eu des endroits où j'ai pu recevoir des enseignements sur certaines choses concernant l'énergétique, sur certaines choses concernant le fonctionnement de la Kundalini, sur certains soins vibratoires. J'ai également reçu des protocoles de libération aussi, des choses à travailler pour pouvoir aider les personnes à se dégager, à se libérer. Donc c'était assez impressionnant. Vous parlez à un moment donné de pierres actives et passives, c'est ça? C'est quoi? C'est plus dans l'action de la lithothérapie en elle-même. En fait, dans la lithothérapie, il peut y avoir 2 types de comportements. Des personnes qui vont avoir un comportement actif avec les pierres, c'est-à-dire qu'elles vont se dire je suis lithothérapeute, donc je vais utiliser la pierre avec une intention précise en la posant sur un chakra, sur un endroit dans l'aura, pour obtenir un effet précis. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir une action plutôt passive, qui vont se dire, moi, j'aimerais bien bénéficier de l'effet de cette pierre-là, et puis je vais juste la porter en bijou, et puis on verra bien où ça marche ou ça marche pas. D'accord. Donc là, c'est pas... Comme j'ai là mon petit bracelet, je le mets, c'est joli, ça me fait plaisir, on me l'a offert, mais... Alors, c'est quand même présent dans le système énergétique. Dans le poignet, il y a beaucoup de méridiens qui passent. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même présent dans le système énergétique. Donc, ça va avoir un effet. Maintenant, en soi, la pierre est toujours active. Ce qui va être plus ou moins passif, ça va être le comportement de la personne qui l'utilise.
C'est-à-dire, est-ce que je cherche un gris-gris qui va faire que parce que je vais le porter, ça va avoir un effet et je recherche l'effet magique dont on parlait au début. Soit, eh bien, je vais vraiment m'intéresser un petit peu plus en détail à pourquoi j'ai ce blocage-là qui arrive aujourd'hui dans ma vie. Et ce blocage que je rencontre est en réalité un symptôme. Et ce symptôme-là, eh bien, on va aller chercher la cause et on va aller traiter la cause de ce symptôme. C'est ce que vous dites d'ailleurs, cultiver votre essence et libérer votre énergie avec la lithothérapie. Avec la lithothérapie, avec d'autres outils également, la relation d'aide, l'énergétique, la symbolique. Il y a beaucoup, toute une panel d'outils qu'on peut utiliser, mais effectivement, les pierres sont des outils qui sont vraiment utiles pour aller travailler en profondeur et aussi sur différents plans. Parce que justement, comme il y a différents modes d'action au niveau des pierres, eh bien, on va avoir différents plans sur lesquels la pierre va travailler. Quand vous parlez de plan, vous pouvez préciser? Ah bah, ça peut être, par exemple, une action sur la dimension émotionnelle ou le plan émotionnel ou le plan mental ou les plans spirituels. Ça peut être sur du plan karmique, ça peut être sur le corps physique également. Donc ça va être toutes les applications qu'on peut avoir en lithothérapie. En fait, en réalité, quand une personne vient pour une consultation en lithothérapie, on n'a pas tellement de limites sur la demande du client, si ce n'est on va pas aller lui dire qu'on va lui guérir un cancer en 2 minutes. C'est pas du tout ça. Et dès l'instant qu'il y a un symptôme physique, on va recommander à la personne d'aller voir un médecin. Mais dans tous les cas, on peut toujours aller chercher les origines, les causes de ces problématiques que les personnes rencontrent. Et avec les pierres, ça va travailler sur tous ces plans-là, plus ou moins en même temps, en fonction du chakra sur lequel on va travailler, de la couche de l'aura et des blocages qu'on rencontre et qui ont besoin de notre aide pour se libérer. Quelques exemples peut-être dans votre carrière d'effets que les pierres ont eu sur des personnes? Une fois, j'avais une cliente qui était venue me voir et qui voulait absolument que je lui pose 10 pierres en même temps sur la séance de lithothérapie. Elle était vraiment très enthousiaste. Elle voulait vraiment que je la transforme un peu en sapin de Noël. Et puis, en fait, en faisant les mesures, je me suis rendu compte qu'il fallait poser un rubis au niveau du 3e œil. Alors, ça peut paraître très curieux parce que beaucoup de personnes peuvent se dire oui, le rubis, c'est une pierre rouge. Ça devrait être sur le chakra racine parce que le chakra racine est de couleur rouge. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et effectivement, quand j'ai posé cette pierre, on a pu lever des blocages. Donc, la cliente a eu ce qu'on appelle dans notre jargon une sortie astrale parce que c'était nécessaire pour pouvoir lever le blocage et que les énergies qui étaient environnantes puissent venir aider pour lever le blocage. Et puis ensuite, il a fallu, une fois la pierre enlevée, aider l'aura de la personne à correctement se recaler autour du corps physique et la personne à bien revenir dans son corps. Et pourtant, j'avais posé qu'une seule pierre. Et le soin a duré presque 3/4 d'heure. Il a fallu faire beaucoup d'actions énergétiques. Mais en tout et pour tout, sur le soin, je n'ai utilisé qu'une seule pierre. C'est un petit peu comme l'aiguille de l'acupuncteur. On ne va pas transformer notre client en hérisson. Par contre, on pose les bonnes choses aux bons endroits. D'accord. Là, je vous ai mis quelques pierres pour la déco, photos que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Comment on peut savoir si la forme peut agir différemment? Est-ce qu'une pierre qui est un peu taillée en œuf, comme la pierre de lune noire, ou la labradorite qui est plate comme un livre, est-ce que la forme joue? Est-ce qu'elle donne une direction à l'énergie? Qu'est-ce qu'on peut dire de la forme? Alors, on peut parler de la forme à partir du moment où on comprend également comment se forment les minéraux. La jeunesse des minéraux est importante pour comprendre comment les minéraux émettent leur énergie. Alors, il y a l'information du système cristallin, mais il y a également la façon dont la pierre se forme. Si le minéral est un minéral sédimentaire ou métamorphique, comme par exemple la pierre de lune ou la labradorite, on a affaire à des pierres qui rayonnent, qui vont rayonner leur forme sans forcément avoir de direction
directionnalité sans forcément avoir de sens. Par contre, si j'ai une pointe de cristal de roche qui a mis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années à cristalliser, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a vraiment une énergie qui va partir de la base de la pierre vers la pointe de la pierre. Ça va former un laser énergétique et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des choses intéressantes en chirurgie énergétique. Oh, chirurgie énergétique, Exactement. madame. Ah ouais. Exactement, on va pouvoir recoudre des trous, on va pouvoir... Énergétique, hein. Énergétique, Ouais. tout à fait. On va pouvoir faire des ablations de certaines choses au niveau énergétique. On va pouvoir aller cureter, aller nettoyer des chakras, aider à amplifier les intentions pour aller réparer des chakras. Il m'est même arrivé de recréer parfois des méridiens qui étaient devenus inexistants ou vraiment dans un très mauvais état, avec des pointes de cristal de roche. Comme celle-ci Par exemple, que j'ai tout à amenée. fait. Magnifique. Est-ce que c'est vrai que ce cristal de roche là que j'ai dans les mains, c'est la mère de toutes les pierres parce que on dit qu'elle les recharge les autres, enfin quelque chose comme ça? Alors oui, elle recharge déjà par cet effet rayon dont je vous parle, cet effet laser. C'est-à-dire que quand vous orientez la pointe vers un autre minéral, l'énergie qui va être condensée à l'intérieur de la pierre bien s'oriente directement vers l'autre minéral. Donc, effectivement, on peut s'en servir pour recharger, mais c'est aussi parce que le cristal de roche, c'est une roche qu'on dit innée, c'est-à-dire c'est les premières roches volcaniques aussi. D'accord, on peut recharger l'ingénieur du son parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, il tourne au café depuis tout à l'heure. Allez, on y va. D'accord, alors oui, parce que moi je les mettais à côté, mais il faut mettre la pointe vers la pierre qu'on voudrait charger. Vers la pierre qu'on veut recharger, tout à fait. De cristal de roche. D'accord, Oui. bah merci pour ce précieux conseil. D'ailleurs, est-ce que, juste très, très succinctement, parce que tout ça est dans le dictionnaire de lithothérapie holistique, qu'on vous remercie, Aurélia, de nous avoir envoyé, est-ce qu'on peut juste faire un point, parce que moi je suis un peu paumé, entre pierres précieuses, semi-précieuses, gemmes, cristal, minéral. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, un cristal, c'est une pierre qui s'est formée sous forme de cristal. Donc, il y a eu vraiment un procédé de cristallisation. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une pierre n'est pas un cristal qu'elle n'a pas de système cristallin. Ok. Donc, toutes les pierres ont un système cristallin, sauf celles qui sont amorphes. On dit qu'elles sont amorphes puisqu'elles n'ont pas de système cristallin, mais toutes les pierres ne sont pas des cristaux. Est-ce que ça va jusque-là? Ça peut aller. Ça peut aller. On écoutera le replay si besoin. On vous contactera pour en savoir plus. Mais... Donc, par exemple, une pierre qui est un cristal, on va retrouver le cristal de roche, on peut retrouver le cristal d'aegirine, on peut avoir un cristal d'aigmarine, on peut avoir un cristal d'héliodore. Par contre, il sera beaucoup plus compliqué d'aller trouver un cristal de labradorite. Ça, par contre, D'accord. ça n'existe pas. Oui. Voilà. Certaines roches se cristallisent et d'autres ne se cristallisent pas. Sont des roches sédimentaires, sont des minéraux sédimentaires. Après, précieux, semi-précieux, ça, ce sont des appellations. Donc là, on est plus dans la notion de bijouterie, minéralogie. On va avoir certaines appellations qui sont maintenant interdites. Alors, je me souviens plus du terme exact qu'on emploie aujourd'hui, mais semi-précieux, on appelle ça maintenant les pierres fines. Voilà. Oui, puis ça dépend des pays aussi. Voilà. Certaines sont semi-précieuses dans des pays, d'autres non, ou précieuses dans d'autres pays. Enfin, Voilà. Voilà, ils ne sont pas tous d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, il y a après tout ce qui est du domaine des pierres précieuses. Donc, on a 4 catégories de pierres précieuses. Le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant. Et on va retrouver dans ces pierres précieuses, donc il faut absolument que ce soit des cristaux et que ce soit des cristaux qui sont gemmes, c'est-à-dire de qualité minéralogique irréprochable. Ah, c'est ça les gemmes, c'est que la qualité est top, quoi. C'est Voilà. comme dans l'or, c'est du carat. Exactement. On va retrouver cette notion de carat et ce côté minéralogique. Et donc, ce sont des gémologues qui sont spécialisés et qui sont formés pour pouvoir justement aller authentifier le fait qu'un minéral soit considéré comme gemme, Ge2me, ou non gemme. D'accord, mais que ça soit un cristal ou pas un cristal, ça peut être un gemme. Alors là, c'est plutôt des pierres précieuses, les gemmes.
Alors, en général, ça peut être des cristaux. Maintenant, pour les non-cristaux, je ne saurais pas vous répondre. C'est la limite de ma compétence. Oui, on est dans la bijouterie. Voilà, donc. là, c'est de la Alors, bijouterie. Donc, en lithothérapie, comment on fait pour choisir une pierre? Est-ce que c'est du feeling? On a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'une pierre m'attire pas? Mais peut-être que si elle m'attire pas, peut-être que c'est bien que je travaille avec elle. Est-ce qu'il faut lire votre livre et on est dans la stratégie de savoir exactement quelle pierre j'ai besoin pour ce que j'ai? Est-ce qu'on fait des tests au pendule pour ceux qui en ont un, qui pratiquent? Quel est votre conseil? alors, toutes les méthodes sont valables. Ce que je vous recommande de faire en plus, parce qu'effectivement, vous pouvez aller vers une pierre qui vous interpelle parce que vous la trouvez belle, la choisir en fonction de ce que vous avez pu lire dans le dictionnaire de la lithothérapie holistique ou dans d'autres livres, ou la choisir intuitivement, ou aller vers une pierre qui ne vous plaît pas. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est, avant de partir avec votre pierre, regardez vraiment, par exemple avec votre pendule intérieure, si cette pierre vous convient. Donc, ça peut être tout simplement poser l'intention de savoir si cette pierre vous convient en tenant la pierre dans la main et regarder si votre corps va plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Si votre corps a tendance à aller vers l'avant, ça va plutôt vouloir dire oui. Et si votre corps va vers l'arrière, plutôt vouloir vous dire non, cette pierre ne vous convient pas. Et puis ensuite, voir si en utilisant cette pierre, vous allez avoir besoin d'avoir un soutien énergétique supplémentaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que si ça fait relever des blocages, mais que vous ne savez pas les gérer, il vaut peut-être mieux pas partir avec cette pierre-là. Donc du coup, simplement poser l'intention, il y aura besoin d'un soutien énergétique avec cette pierre. Si vous allez vers l'arrière, non, vous pouvez prendre cette pierre en toute sécurité, même si vous n'êtes pas lithothérapeute, ça n'aura pas d'effet indésirable. D'accord, donc si je vais vers l'avant, c'est OK. Si je vais aller vers l'arrière, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, de façon générale. Oui, Maintenant, bien il peut sûr. y avoir quelques cas particuliers qui interfèrent sur les réponses. Est-ce que vous avez quelques conseils de pierre à donner, par exemple pour mieux dormir ou pour avoir au contraire plus d'énergie? Pas au contraire, puisque si on n'a pas bien dormi, on manque d'énergie. Peut-être vous vouliez peut-être me parler des élixirs et des huiles dynamisées aux minéraux. Enfin, je vous Oui. donne je vous lance la patate chaude. Hein, voilà. Allez, j'attrape et on y va. Dans tout ce qui est conseils pratiques, pour tout ce qui va être sommeil et stress, quand on s'intéresse aux oligo-éléments, on sait que le lithium est un oligo-élément qui aide à calmer les états de stress. Et donc, à partir de ce moment-là, pour une personne qui peut rencontrer des difficultés à s'endormir ou qui peut avoir des états de stress, toutes les pierres à base de lithium vont être dans ce cas-là recommandées. Donc, on va partir sur de la lépidolite, par exemple, de la kunzite, de la sugilite, de la tourmaline rose, qui vont être des pierres qui contiennent cet oligo-élément et qui peuvent aider à apaiser, à calmer. Voilà. Pour tout ce qui est usage des élixirs, je reviens sur la composition chimique de la pierre. J'ai vu des ouvrages dans lesquels il y a des personnes qui recommandent de tremper des pierres dans l'eau et de boire l'eau le lendemain matin. Ne faites pas ça, vous risquez l'intoxication aux métaux lourds. Il faut savoir que beaucoup de pierres contiennent du plomb, de l'aluminium, et que du coup, il faut éviter de faire ce genre de choses. Quand on veut fabriquer un élixir, il y a tout un procédé à respecter pour que déjà, sur le plan vibratoire et énergétique, ce soit propre. Mais également, pour éviter de vous intoxiquer, il y a des systèmes de dynamisation, d'exposition au soleil, à la lune, des connaissances à avoir en astrologie, et puis également toute une partie dilution et fixation vibratoire de l'élixir. Donc, il faut avoir un laboratoire de chimie à la maison pour faire ça. Un petit peu quand même. On le fait quand on est en stage de lithothérapie, nous, parce que justement, j'apprends aussi aux stagiaires à le faire. Et du coup, voilà, ils se rendent compte que ça prend du temps et qu'on ne fait pas ça n'importe comment non plus. Et puis, il y a des pierres qu'on ne met pas directement dans l'eau. Donc, parce que sinon, et oui, celle-ci par exemple, la sélénite, oui, effectivement, on va éviter de la mettre directement dans l'eau. Enfin, ça va l'abîmer, elle va. Alors, ça va pas fondre comme la pierre de sel, ça va pas fondre comme la halite. Par contre, c'est avec le temps que ça va l'endommager. Vous avez une autre pierre, comme par exemple la célestine, l'angélite également. Si vous les mettez dans l'eau, elles vont devenir blanches opaques. Elles vont perdre leur belle couleur. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques pierres pour les thérapeutes qui nous écoutent, les praticiens, et on les salue pour un cabinet, par exemple? Des pierres de protection, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors,
Je suis pas trop axée sur la thématique de pierre de protection parce que bon, c'est vrai que quand on veut partir dans la protection, c'est qu'on a des peurs et il est préférable de travailler sur les peurs en elles-mêmes plutôt que sur cette notion de protection. Après, toutes les pierres qui vont aider à la communication dans un cabinet, ça peut avoir sa place pour aider justement les clients qui viennent nous voir à poser leurs paroles, à plus ouvrir leurs paroles. Et donc là, on peut aller vers des jaspes, on peut aller vers de l'amazonite, par exemple, qui sont des pierres qui vont être douces et qui vont inciter les personnes à mieux communiquer, à mieux parler. Aurélia est un dictionnaire à elle toute seule. Enfin, il n'y a même pas besoin du bouquin avec vous. C'est bien. Si je veux acheter des pierres, je vous emmène avec moi. Avec plaisir, quand vous voulez. Une dernière question. Les minéraux sont-ils vivants pour vous? Parce qu'on le dit des fois, on est dit, mais ils sont vivants comme les végétaux, comme les animaux. Alors, c'est intéressant comme question. Dans mon expérience, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des transformations à l'intérieur des minéraux. C'est-à-dire que je peux avoir des clientes qui viennent me voir en me disant « Regardez, là, il y a une tache noire dans mon améthyste. Avant, il n'y en avait pas. » Ou des personnes qui viennent me voir avec un cristal de roche en me disant « Là, il y a un fantôme dans le cristal de roche, un fantôme de croissance, hein, pas le spectre, voilà, pas les entités. Et ce fantôme de croissance n'était pas là avant. Voilà, on constate qu'il y a des choses qui apparaissent dans les pierres. Qui évolue. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Je constate également que quand on fait certains travaux avec les minéraux, notamment on parlait de la forme tout à l'heure avec les solides de Platon qui vont être des formes géométriques particulières, qui vont avoir une incidence très spécifique sur le rayonnement de la pierre, hein, parce qu'à partir du moment où c'est taillé dans un solide de Platon, eh bien le minéral va émettre la forme du solide de Platon, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. Eh bien, quand on travaille avec ce type de pierre, on se rend compte que ça peut nous permettre de nous connecter à certaines dimensions, d'avoir des échanges avec certains plans énergétiques et vibratoires. Donc, la pierre permet d'ouvrir certaines dimensions, d'ouvrir certains accès. Maintenant, en elle-même, est-ce qu'elle est vivante? Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Par contre, elle a un cycle de vie avec nous qui est plus ou moins long. Elles peuvent nous accompagner, comme on le partageait hors antenne tout à l'heure. Eh bien, on a des pierres qui nous ont suivis depuis qu'on est tout petit, parfois. Et pendant que j'étais en train de faire un café, Sébastien vous a donc raconté l'anecdote de Pif Gadget, si j'ai bien compris. L'anecdote de l'œil de tigre. De l'œil de tigre qu'il y avait dans un Pif Gadget de l'époque, il l'a toujours avec lui. Eh ben oui, voilà. Donc, il y a des pierres comme ça qui nous suivent. Et puis, à un moment donné, des fois, elles tombent par terre ou on les perd et elles disparaissent. Ou voilà, il y a une vie autour des pierres. Maintenant, est-ce que la pierre en elle-même est vivante? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, voilà. Mais sur le plan, en tout cas, purement scientifique, ça fait partie du règne minéral. Et on considère sur le plan scientifique qu'à partir du moment où la pierre est extraite de son milieu, elle est censée ne plus pouvoir cristalliser. Maintenant... Ah oui, vous me parliez de ça au téléphone, qu'en fait, elle continuait à se développer dans son milieu naturel, mais pas forcément quand on la met sur sa table de chevet. Alors... Ou ça dépend? Ça dépend. Il y a un article que j'avais sur lequel je suis tombée à un moment donné. J'ai pas réussi à retrouver la référence de cet article qui expliquait que ils avaient fait des mesures et constaté qu'il y avait certains types de cristallisation qui continuaient dans le temps malgré le fait que la pierre soit extraite de son milieu naturel, alors que pourtant, dans les conditions minéralogiques, une pierre peut se former à partir du moment où il y a certaines conditions qui sont réunies. Température, pression, ce qu'il y a dans l'air. Chimique du sol. Tout à fait. Et vous me disiez quand même qu'au-delà du fait que, si j'ai bien compris, une pierre dans son élément naturel est toujours en train de se développer, certaines pierres, vous me disiez, qui pouvaient s'auto-régénérer. C'est-à-dire que s'il y a un problème, elle peut cicatriser comme nous? Alors, sur le plan énergétique, mais pas sur le plan physique. D'accord, ok. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un magnifique bloc de labradorite, admettons qu'à un moment donné, pour X, Y raison, il tombe par terre et paf, il se casse en deux. Ouais.
La pierre reste utilisable. Vous avez 2 morceaux de labradorite. Donc 2 labradorites pour le prix d'une. Voilà, vous avez 2 morceaux. Seulement, il y a besoin d'un petit temps pour que la pierre puisse énergétiquement se régénérer de façon à ce qu'elle puisse rayonner pleinement de nouveau son énergie. Donc du coup, quand c'est comme ça, en général, quand elle se casse en 2 ou 3 morceaux, on la purifie. On la laisse se recharger tranquillement dans un coin et après, on va pouvoir de nouveau la réutiliser. Par contre, si votre bloc il tombe par terre et il vole en 1000 éclats ou en morceaux, à partir de ce moment-là, c'est peut-être que la charge était vraiment trop lourde. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je récupère les plus gros morceaux, je les purifie quand même et après, je les rends à la nature. Par contre, toujours dans le respect du lieu dans lequel je vais, c'est-à-dire que je vais demander l'autorisation au lieu et respecter l'énergie du lieu, les gardiens du lieu également, de façon à ce que je vienne pas prendre un lieu comme un lieu de décharge, là où je viens, entre guillemets, poser des choses qui sont peut-être pas adaptées ou pas bonnes pour le lieu. Même si c'est naturel, même si c'est un minéral, c'est plutôt joli ou sympathique. Oui, mais en attendant, ça a pris des charges. On a été au contact de cette pierre. On a fait différents types de travaux avec cette pierre. Et donc, du coup, à partir de là, il y a des informations vibratoires qui vont rester. Et les informations des êtres vivants sur les pierres peuvent rester des centaines d'années. On a le cas notamment en géobiologie, quand on doit venir nettoyer un lieu qui a 200, 300 ans et qui est pollué comme pas permis. Parce que certaines rémanences, on appelle ça les rémanences, peuvent rester pendant des centaines d'années quand il y a eu des êtres vivants, y compris des animaux. Merci beaucoup Aurélia pour ces précisions. Merci d'être venue d'Annecy nous voir. Merci de m'avoir accueilli. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau sur Inexploré pour d'autres thématiques. Je rappelle ce magnifique dictionnaire de lithothérapie holistique avec 200 fiches de cristaux illustrés et plus de 600 indications thérapeutique, un ouvrage essentiel donc aux éditions Améthyste. Merci beaucoup Aurélia. Merci à tous. Lithothérapeute Johan Chevillard a fait des études avancées sur la lithothérapie. Il a lu tous les livres qui lui passaient entre les mains sur ce sujet passionnant pendant des années avant d'écrire le sien, S'ouvrir à l'énergie des pierres aux éditions Exergue, avec la complicité d'Isabelle Serre qu'on salue. Johan souhaite transmettre ses connaissances avec ce manuel pratique qui fera le bonheur des amoureux des pierres et des cristaux. Johan Chevillard est avec nous, bonjour. Bonjour Thierry, enchanté. Merci de nous avoir envoyé cet ouvrage, ainsi que cet oracle, mon petit oracle des cristaux. On tirera une carte d'ailleurs tout à l'heure, puisque on dit qu'il n'y a pas de hasard. Les gens qui nous écoutent auront donc un message. S'ils écoutent ce podcast, ils auront la carte qui leur correspond peut-être en ce moment. On verra cet oracle tout à l'heure. Nous allons voir aussi ensemble l'influence sur nous du système cristallin des minéraux et les autres paramètres des cristaux, la programmation des minéraux, les effets bénéfiques, la purification, le rechargement, car il y a une nuance entre les deux. On verra aussi des pierres de protection, d'ancrage, et puis des études, des recherches sur la lithothérapie. En tout cas, on peut se poser d'ores et déjà peut-être une question. D'où vient l'énergie des pierres, si énergie dans les pierres il y a? Oui, c'est une grande question, tout le monde se la pose, et évidemment, elle est légitime. Alors, en ce qui me concerne, je travaille vraiment avec les propriétés physiques des pierres. C'est-à-dire qu'une pierre, c'est très précis, c'est une couleur, des oligoéléments, une dureté, un principe de formation et un système cristallin. Et tous ces paramètres... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.